On passe à l'exposé de Horace Roman sur la chirurgie de l'endométriose profonde et fertilité. Deux points, la mauvaise réputation, point d'interrogation. Vous allez voir que le balancier a changé de sens, certainement. Et Patrick Maddalena m'a dit de le présenter, puisque comme vous allez le voir, et comme vous le voyez déjà sur cette diapositive, il s'agit d'un immigré au sud, ouest, et donc maintenant à Bordeaux. De toute façon, l'émigration de Rouen à Bordeaux a été moins dure que de Roumanie en France. Disons que j'avais l'habitude. Cher Monsieur Auquier, cher Patrick, chères mesdames, chers messieurs, donc je suis très honoré d'être à Pau pour la première fois. Et vraiment, je remercie chaleureusement pour avoir eu cette occasion. C'est sûr que c'est plus facile de Bordeaux que de Rouen. Et donc, on m'a demandé de faire cette présentation sur le titre « Chirurgie, l'endométriose profonde, fertilité, la mauvaise réputation ». Et moi, ce titre m'a fait peur, parce que je suis un chirurgien de l'endométriose, c'est-à-dire je fais que ça toute la journée. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a beaucoup des gens, des collègues, des patientes qui pensent effectivement que la chirurgie de l'endométriose profonde peut rendre les femmes infertiles et que, donc, il faut être très, très prudent avant de la proposer chez une femme qui potentiellement peut avoir un enfant. Et donc, si on regarde les recommandations pour la pratique clinique, et j'ai mis ici une diapo uniquement avec les recommandations que nous avons élaborées l'année dernière sous l'égide de la CNGOF et de l'HAS. Effectivement, nous étions un groupe de travail d'une trentaine de membres du groupe de travail. Et donc, nous avons analysé toutes les études qui ont un niveau de preuve élevé, c'est-à-dire une étude randomisée. Et là, c'est très facile, il n'y a aucune étude randomisée qui compare la chirurgie à la fécondation in vitro chez les patientes avec endométriose profonde. Il y a une étude qui est en cours, EndoFert, qui est dirigée par Pierre Collinet, mais qui avance tout doucement et probablement on n'aura pas de conclusion avant 5 ou 6 ans. Et donc, à partir des données d'études rétrospectives et non randomisées, les conclusions sont toujours très prudentes et ne prennent pas parti. Et donc, nous avons conclu qu'il n'est pas recommandé de réaliser un traitement chirurgical préalable de l'endométriose profonde dans le seul but d'améliorer les résultats FIV. C'est-à-dire, on n'a pas de preuve que si une patiente a besoin d'une FIV, qu'il faut l'opérer avant de son endométriose pour améliorer les résultats. Il n'y a pas de preuve solide. Mais par contre, nous avons dit qu'en cas d'échec d'une ou plusieurs tentatives de FIV, dans le contexte d'une endométriose profonde, une consultation médico-chirurgicale avec la possibilité d'opérer la patiente peut être prise. Dans quel but? Vous allez voir, dans le but justement d'améliorer les résultats de FIV. Et en absence de cette recommandation, le problème est que le texte lu comme ça et à la va-vite fait les gens comprendre qu'il n'est pas recommandé d'opérer les patientes qui ont une FIV. Oui, il n'est pas recommandé d'opérer les patientes qui souhaitent une grossesse et qui ont une endométriose profonde. Et donc, je pense qu'il y a donc une mauvaise interprétation, pas uniquement de nos recommandations qui viennent sortir, mais aussi des recommandations de l'ECHRE de 2013. Et je me suis rendu compte de ça lorsque j'ai participé au congrès d'ECHRE, spécifiquement sur ce thème. Et qu'est-ce qui se passe en pratique? Donc, en pratique, nous avons des jeunes femmes qui prennent la pilule longtemps pour des raisons professionnelles ou parce qu'elles sont seules et qui, à un moment donné, décident d'arrêter la pilule pour avoir une grossesse. Et si elles ont une endométriose profonde qui était méconnue ou voilà, pas très documentée, au bout de 4 à 6 mois, j'en ai vu 2 ce matin, exactement la même situation, elle aurait pu témoigner, au bout de 4 à 6 mois, elles ont mal et on leur fait une imagerie, on découvre l'endométriose profonde, voire la forme sévère colorectale. Et alors, elle est adressée à un spécialiste. Et le spécialiste, trop souvent, lui pose la question, quelle est votre priorité? Est-ce que vous voulez qu'on améliore les douleurs ou est-ce que vous voulez être enceinte? Et alors, la question posée comme ça, déjà, c'est un piège, parce que la femme doit choisir entre les deux. Elle comprend qu'elle ne peut pas avoir les deux à la fois. Et donc, comme entre-temps, elle s'est renseignée sur Internet et a vu que l'endométriose rend infertile, elle va pousser en premier plan le désir de grossesse. Elle va dire, oui, je veux une grossesse.
Et alors le médecin va lui dire, très bien, FIV d'emblée. Faites une de FIV et puis après on verra. Et donc la patiente a choisi un des deux objectifs quand, normalement, elle pourrait très bien poser la question, mais est-ce que je ne peux pas avoir les deux? Est-ce que je ne peux pas avoir un enfant et avoir moins mal? Et surtout, en l'adressant en FIV, on lui colle l'étiquette d'infertile. Elle a essayé 4 à 6 mois, mais elle devient infertile parce qu'elle est adressée déjà pour une fécondation in vitro. Alors, si on essaye d'informer cette patiente, il faut d'abord qu'on lui dise, voilà, si vous faites une fécondation in vitro, vous avez tant de chances de grossesse. Si vous faites une chirurgie, vous avez tant de chances de grossesse. Et donc, il faut déjà commencer par regarder dans la littérature quelles sont ces études qui nous ont posé de problèmes pour conclure lors des recommandations pour la pratique clinique. Et regardons un petit peu les données de la littérature qui évaluent le taux de grossesse après FIV, avant chirurgie. Et il faut savoir que lorsqu'on parle d'endométriose profonde, c'est un groupe très, très hétérogène où on peut avoir un petit nodule de l'US, on peut avoir endométriose du paramètre. Et donc, la plupart d'études dans l'endométriose profonde concernent l'endométriose colorectale, qui est la forme la plus sévère, mais quand même la plus fréquente d'endométriose profonde, et qui est quand même, qui parle à tout le monde. Quand on dit endométriose colorectale, on comprend bien qu'il y a un nodule qui infiltre le rectum. D'accord ? Donc, sans surprise, la plupart d'études dans ce domaine concernent des patientes avec endométriose colorectale, donc avec l'endométriose la plus profonde. Donc on peut conclure que si les femmes ont une endométriose profonde moins sévère que l'endométriose colorectale, peut-être que le résultat serait encore meilleur. Et donc pour répondre à cette question, quel taux de grossesse si on vous envoie en FIV, on n'a qu'à regarder l'étude de Marcos Ballester, qui est un très bon ami à moi et à plusieurs présents ici. Donc qui a en 2012, il a publié un article dans Human Reproduction où il a regardé ce qui se passe dans une cohorte de 75 patientes avec endométriose colorectale qui étaient adressées directement en FIV. Donc il y avait dans sa série, il y avait 68% des patientes qui avaient aussi des endométriomes, 28% qui avaient de l'adénomyose à l'imagerie. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé que finalement, 43% des patientes ont conçu après FIV. Et que 32% ont accouché carrément. Et donc, quand il a calculé combien de FIV il faut pour avoir des grossesses, il a observé que si tout le monde a une FIV, on a 29% de grossesse, ça c'est assez connu. Si on rajoute une deuxième FIV, on monte à 52, mais si on rajoute une troisième, on monte à 68, c'est-à-dire chaque FIV apporte un bénéfice de plus en plus réduit. Donc, on peut dire aux patientes, si vous faites 3 fécondations in vitro, vous avez probablement 7 chances sur 10 d'être enceinte, tout ayant l'endométriose en place. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe si, à la même patiente, on lui dit on va vous opérer. On va revenir toujours à l'équipe de Tenon, où Marcos Ballester était jusqu'à peu de temps. Et l'équipe de Tenon a réalisé une très belle étude, revue de la littérature, publiée en 2014, où ils ont pris toutes les séries d'endométriose digestive où les femmes avaient des résections colorectales. Et ils ont observé que le taux de grossesse spontanée qui est rapporté dans ces études, qui avaient des durées de suivi plus ou moins longues, donc 28%, 29% des grossesses spontanées, 25% des FIV, donc un taux de grossesse global de 47% après la chirurgie. Vous allez dire c'est moins long, c'est moins bon, oui, mais c'était des séries où la fertilité n'était pas le principal outcome. Donc les patientes pouvaient avoir un suivi de 3 mois à 6 mois, donc ce n'est pas étonnant que les chiffres sont moins bons. Mais déjà, on observe qu'il y a des grossesses spontanées, dans plus de 25% des cas. Et c'est exactement ce qu'a observé l'équipe de Milano quand ils ont fait un petit peu le même travail. Ils ont observé que la chirurgie chez les patientes avec endométriose profonde apporte probablement un surplus de 25% de grossesse. C'est-à-dire une femme sur 4 après la chirurgie n'a plus besoin d'une fécondation in vitro pour concevoir. À Rouen, quand j'étais à Rouen, on s'est beaucoup préoccupé de l'endométriose rectale. Et donc à Rouen, toutes les patientes depuis 2009 étaient incluses dans une cohorte Sirendo, et remplissaient des questionnaires de suivi à 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc on avait quand même une idée assez précise
de ce que ces patientes deviennent et surtout comment elles conçoivent après la chirurgie. Et donc nous avons réalisé une première étude où nous avons essayé, le but était de voir quel est le taux de grossesse après la chirurgie des endométriomes, parce qu'à Rouen et maintenant à Bordeaux, donc on faisait des vaporisations des endométriomes à l'énergie plasma à la place de la kystectomie. Et donc cet article-là voulait montrer que cette technique n'est pas mauvaise parce qu'on obtient des bons résultats. Et donc nous avons observé 66% des taux de grossesse avec 60% des grossesses spontanées. Mais comme ces patientes avaient aussi de l'endométriose rectale, parce qu'on était un gros centre endométriose rectale, on a pu comparer si les patientes à qui on opère aussi l'endométriose rectale ont des taux de grossesse moins bons, c'est-à-dire ce geste réduit la fertilité ou pas. Et puis pas du tout, c'est-à-dire là, les deux courbes Kaplan-Meier des grossesses sont strictement identiques, c'est-à-dire la chirurgie de l'endométriose rectale ne réduit pas le taux de grossesse quand elle est associée à la chirurgie des endométriomes, et les femmes étaient enceintes après 3 ans dans 75% des cas. Des patients de Rouen étaient ajoutés à des patients de Tenon pour réaliser un travail collaboratif pour voir si réaliser la chirurgie avant une fécondation in vitro, c'est-à-dire les femmes qui avaient une indication de fécondation in vitro, altère ou pas les résultats. Et nous avons comparé ces résultats avec les études, avec ceux de l'étude précédente de Marcos Ballester, et sans avoir les mêmes patientes, bien sûr, nous avons observé que les taux de grossesse sont quand même très comparables. C'est-à-dire on avait chirurgie plus FIV, toujours 60% des grossesses, voire même 78% après la 3e FIV, sachant que sans chirurgie, on était à 68%, donc on peut dire que c'est comparable. Et que si on faisait la chirurgie conservatrice, et si on faisait la FIV dans l'année et demie après la chirurgie, mais on obtenait un résultat encore meilleur. Donc ça, c'était une étude qui nous a dit, attention, le fait d'opérer les patientes avant la FIV ne réduit pas les chances de grossesse. Et toujours à Rouen, avec l'aide de l'équipe de Tenon et de Pierre Collinet de Lille, nous avons réalisé la première essai randomisé qui comparait dans l'endométriose rectale sévère la chirurgie radicale, donc résection colorectale, à la chirurgie conservatrice par shaving et exérèse discoïde. Et cette étude randomisée, c'était un PHRC, a été super rigoureuse, c'est-à-dire les patientes, on est à 5-6 ans après l'opération, on a 0 perdu de vue. C'est-à-dire c'est hyper rigoureux. Et parmi ces patientes, 37 ont souhaité une grossesse après la chirurgie. Donc c'était chirurgie de first line, primaire. Eh bien, 4 à 6 ans après la chirurgie, les patientes qui ont été opérées d'une endométriose colorectale sévère étaient enceintes dans 81% des cas. Et la majorité était enceinte spontanément. Et si on regarde la probabilité de grossesse au fur et à mesure que le temps passe, on voit effectivement que 3 ans après la chirurgie, on a quasiment 3 femmes sur 4 qui sont enceintes. Et si on regarde uniquement les femmes qui étaient infertiles avant la chirurgie... Ah, je crois que j'ai sauté un diapo. Non, je pense que c'est le suivant, oui. Et une autre conclusion très intéressante était qu'à la fin de la chirurgie, moi je disais toujours aux patientes, voilà, vous avez un score de fertilité qui est tel, donc je pense que vous pouvez tenter une grossesse spontanée. Ou je le disais, vos trompes, vos ovaires, voilà, sont très abîmés, je pense qu'il faut aller directement en FIV sans arrêter la pilule. Eh bien, les patientes à qui j'avais dit, vous pouvez tenter une grossesse spontanée, ont été enceintes plus rapidement que celles qu'on envoie en FIV. Tout ça pour vous dire que si vous dites, il faut aller vite, allez-y en FIV, mais on ne va pas si vite que ça. Parce qu'il y a des rendez-vous, il y a des listes d'attente, il y a une FIV qui marche dans 25% des cas, après on rajoute encore 10%. C'est-à-dire on a le droit de se battre pour une grossesse spontanée chez ces patientes qui sont jeunes et qui donc ont toutes les chances d'avoir une grossesse spontanée après la chirurgie. Et cette étude le prouve. Alors, il y a aussi une étude faite par l'équipe de Sao Paulo qui compare les patientes qui ont choisi entre chirurgie ou FIV d'emblée. Eh bien, cette étude elle est très intéressante. Ce sont des patientes qui ont des endométrioses rectovaginales et qui avaient le droit de choisir elles-mêmes. Donc, ce n'est pas une étude randomisée, ça n'a pas le même impact que l'étude randomisée parce que le chirurgien ou la patiente pouvait être influencé dans leur choix. Eh bien,
qu'est-ce qu'on a observé? Que les patientes qui avaient chirurgie plus FIV avaient plus de taux de grossesse qui étaient supérieurs à la FIV seule. Donc 41% versus 24%. Et que si on rajoutait également les patients, parce qu'en fait dans l'étude, comme ils voulaient, comme dans Endofer d'ailleurs, ils voulaient comparer strictement chirurgie plus FIV versus FIV seule. C'est-à-dire les patientes qui ne voulaient pas de FIV ou tentaient une grossesse spontanée étaient exclues. Et moi donc j'ai appelé Paolo Bianchi, parce que je le connais, je lui ai dit, regarde, dis-moi combien de patientes ont été enceintes dans chaque groupe. Et donc il a regardé ses fiches, et il m'a dit effectivement, dans le groupe des patientes qu'on n'a pas opéré en envoyant en FIV, on a eu quand même 8,7% qui ont été enceintes spontanément. Mais parmi celles qu'on a opérées et finalement n'ont pas voulu de FIV, on avait 21%. C'est-à-dire, si on cumule ces données-là avec les résultats des FIV, on arrive quand même à une différence de 29% versus 51% en faveur de la chirurgie. Ce n'est pas une étude randomisée, bien dommage, parce que cette étude-là aurait clôturé le débat et on n'aurait pas dit que la chirurgie n'est pas recommandée avant la fécondation in vitro. Et nous avons réalisé, toujours avec l'équipe de Tenon, toujours sur des patients de Rouen et de Tenon, une étude qui n'a pas non plus le poids d'un essai randomisé, parce qu'on a regardé notre base de données, on a matché les patientes par un score de propension. Et là, de nouveau, en comparant patientes avec chirurgie versus FIV, on arrive à des résultats meilleurs en termes de grossesse après la chirurgie. Alors, pourquoi mauvaise réputation? Pourquoi mauvaise réputation? Quand on regarde les données de la littérature, on voit quand même que les femmes semblent avoir des résultats au moins aussi bons après chirurgie qu'après FIV. Mais c'est à cause de la complication. Parce que chaque fois quand vous voyez une jeune patiente et vous dites « Oh là là, ma pauvre, tu vas t'opérer, tu auras la stomie, tu auras la fistule, tu auras l'atonie vésicale. » Alors, est-ce que le risque des complications est tellement terrifiant? Et qu'est-ce que la littérature dit? Là, vous avez les données sur la cohorte Sirendo, où on avait 400 patientes en octobre 2015. Nous avons maintenant 750 actuellement. Et si on regarde tout l'ensemble des patientes avec endométriose digestive, on a quand même un 3% de risque de fistule. On a moins de 1% de la charge de suture, moins de 1% de fistule urétérale et la dysfonction du vésical, donc, est toujours, je dis 1% parce que c'est over 3 mois, c'est au-delà de 3 mois, mais globalement, on peut avoir 5% des patients qui sont obligés de s'autosonder pendant quelques semaines. Et de l'autre côté de la balance, vous pouvez mettre 70% des grossesses dont la majorité sont spontanées. Moi, je pense effectivement que ça vaut la peine de discuter la chirurgie et ça vaut la peine de proposer la chirurgie chez ces jeunes patientes. Surtout qu'avoir une complication, ce n'est pas l'affaire de la vie. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la patiente a fait une fistule qu'elle est à jamais invalidée. Et nous avons réalisé une étude toujours avec l'équipe de Tenon et avec les Lioni, où on a regardé des patientes qui avaient eu une réintervention après la chirurgie de l'endométriose rectale pour des fistules, pour des lâchages, pour des abcès. Et on a regardé que ces patientes-là, on a observé qu'ils sont enceintes dans 42% des cas au bout de 5 ans en moyenne, et toujours la grossesse spontanée est prépondérante. C'est-à-dire même si une patiente a une complication, si on gère la complication, au bout de 6 mois, généralement, c'est fini, c'est derrière. Et quand j'opère une patiente jeune avec une endométriose rectale, je lui dis voilà, on va se projeter à moyen terme. Vous allez passer peut-être un mauvais moment, surtout si vous avez une stomie, mais dans 6 mois, ça va être derrière vous. Surtout qu'on peut poser la question à l'envers. Si on a des patientes avec une endométriose sévère, est-ce que vraiment c'est aussi sécuritaire de les envoyer en FIV? Eh bien, la réponse est non. Non, les patientes que vous envoyez en FIV, elles peuvent avoir des complications liées à la FIV. Elles peuvent avoir des complications liées à simple évolution de la maladie. Et pour nous, les chirurgiens, ce n'est pas du tout la même chose d'opérer une endométriose rectale quand il y a un filtre rectum 1 cm ou quand il y a un filtre 5 cm.
Et actuellement, on a une étude en cours, enfin on est en train de l'écrire, où pendant 1 an, toutes les patientes que je voyais en consultation, je leur demandais combien d'IRM vous avez passé avant. Et j'ai sélectionné 43 patientes qui avaient au moins 2 IRM à au moins 1 an d'intervalle et qui n'avaient pas été opérées entre-temps. Et donc j'ai constaté que les patientes qui tentaient une grossesse, qu'on avait envoyée en FIV ou à qui on a demandé d'essayer une grossesse avant de se faire opérer, dans 40% des cas, il y avait une évolution évidente de leur endométriose digestive. Et là, vous voyez un des plus jolis cas, où cette patiente-là aurait eu sans doute une chirurgie conservatrice en 2012. Par contre, là, c'est la catastrophe. Il va falloir faire une résection correctale basse avec toutes les complications qui, elles, vont augmenter cette fois-ci. Donc attention, si vous envoyez les patientes en FIV, vous décidez de l'envoyer en FIV, pas en chirurgie, il faut aussi penser à leur bloquer des règles entre les 2 FIV, parce que vous pouvez avoir des évolutions. Eh bien, la mauvaise réputation doit être vraiment séparée des fake news et des idées qu'on a, le fait qu'on a entendu que telle patiente a été opérée, qu'elle s'est sondée pendant 5 ans, et puis l'autre, elle a eu ça. C'est-à-dire, il faut regarder les données de la littérature. Les données de la littérature, je suis désolé, ne sont pas en défaveur de la chirurgie. Mais, bien sûr, il n'y a pas une attitude. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut faire ça et que ça, très probablement, sûrement, on a tort. Et j'aime bien comparer la situation d'un chirurgien de l'endométriose ou d'un FIViste de l'endométriose avec celle d'un couturier. Si vous avez un couturier qui fait une seule taille de robe, 36, pour tout le monde, il y aura peut-être 80% des femmes qui vont rentrer dedans parce qu'ils vont se serrer le ventre, ils vont se... Voilà. Mais il y aura sans doute des femmes plus grandes, trop petites, trop grosses, trop maigres, à qui ça n'ira pas. C'est pareil avec l'endométriose. C'est-à-dire qu'il faut proposer un traitement au cas par cas, et cas par cas, ce n'est pas juste regarder l'IRM, et encore le regarder soi-même, et pas faire confiance à un compte rendu, mais aussi prendre en compte l'âge, la réserve ovarienne, le désir de grossesse, les symptômes. On ne peut pas dire une patiente est asymptomatique si elle n'a plus de rapport sexuel. Et elle envoie en FIV, elle dit oh, vous n'avez pas de rapport sexuel, ce n'est pas si grave, à 27 ans, bouf. Allez-y. La grossesse est prioritaire. Également, le risque des complications que vous prenez pour elle si vous retardez la chirurgie d'1 an, de 2 ans, de 3 ans ou de 5 ans. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est un traitement, une prise en charge sur mesure. Et bien sûr, quand on dit sur mesure, on pense que si on fait des réunions multidisciplinaires où on est plusieurs têtes pensantes, on peut réfléchir mieux que si on est tout seul dans son coin. Merci beaucoup. Merci Horace pour cet excellent topo. Il y a sans doute quelques questions. Je dirais que l'avantage des études qui ont été faites à Rouen, c'est le côté prospectif et le côté taux de grossesse dans le temps, parce que les articles chirurgicaux donnent des taux de grossesse justement qui sont difficiles à comparer. Exactement, qui dépendent du suivi. Et on a plus de conviction quand on voit les courbes qu'il y a dans les études pilotées donc à Rouen. Est-ce que vous avez déjà une question? Oui, bonjour. J'arrive pas à comprendre une chose. Vous étiez il n'y a pas très longtemps aux recommandations de la HAS, où vous avez, parce que on se connaît, l'endométriose n'évolue pas d'évolution, c'est pas une maladie évolutive. La chirurgie n'est pas bonne, et vous participiez, que ce soit Ballester, que ce soit toi, que ce soit d'autres personnes, aux recommandations de la HAS qui nous font une tête grosse comme une maison. Je ne comprends pas qu'on reste encore avec ces choses-là, et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période-là? Parce que là, c'est parfait ce que vous faites, c'est votre expérience, et vous avez, vous montrez la réalité des choses. Pourquoi on est passé maintenant, pourquoi pas passer maintenant, pourquoi la HAS nous donne ces recommandations qui n'ont aucun sens? Dire que l'endométriose n'est pas une maladie évolutive, on ne comprend pas. Mais c'est une excellente question. Quand on participe à un travail de recommandation pour la pratique clinique, on nous demande et on se force de mettre notre expérience de côté et de se fier à ce qui a été étudié. L'évolution. On sent que l'endométriose est une maladie évolutive parce qu'on voit tous les jours. Mais il n'y a pas d'études dans la littérature, il n'y a pas d'études qui montrent des patientes qu'on a suivies et à qui
le nodule a poussé. Et cette étude-là je l'ai déclenchée à Rouen parce que je me suis dit, il y a une question qui est posée et qui n'a pas de réponse, et on va l'apporter. Sauf que la réponse va tomber un peu tard, après les recommandations. Mais dans les recommandations, on ne peut pas affirmer des choses qui ne sont pas soutenues par un essai. C'est la méthodologie. Mais normalement, on ne dit rien. Exactement. Oui. Tout à fait, mais parce qu'il manque les données. Je pense que sur l'étude de Bianchi, on aurait pu mettre plus de poids, mais il faut savoir que dans ce groupe de 30, on était des chirurgiens, on était de non-chirurgiens, on était des fivistes, et donc la discussion, on a beaucoup discuté, on a discuté des heures sur ça, mais on ne pouvait pas conclure plus en absence d'une essai randomisée. Ah oui, bien sûr, évidemment, tout à fait. La recommandation était aussi de dire que tout n'évoluait pas, qu'il ne fallait pas se jeter sur tout le monde tout le temps. Oui, tout à fait. C'est quand même un peu la notion de la recommandation. Dans le même niveau d'idées, finalement, le concept de les passer en FIV, ça serait d'éviter de les opérer pour le risque. Et est-ce qu'il y a une étude quelque part qui étudie le devenir des femmes qui sont passées en FIV à 2 ans, 3 ans plus tard? Est-ce qu'on les opère un jour? Parce que finalement, on diffère quelque chose, mais si c'est pour prendre le même risque, autant leur donner une chance chirurgicale. Parce que autant on a vu au début que ça, au moins, ça diminue pas le taux de grossesse, même on aurait plutôt tendance à dire, et c'est ce que vous dites aussi, que dans un certain nombre de cas, on voit des grossesses spontanées plus faciles, et c'est toujours un bénéfice additionnel. J'ai jamais vu, je ne sais pas moi, est-ce qu'on a la notion, puisqu'on vend à ces femmes, on va vous faire ça, vous avez votre bébé, on verra plus tard, qu'est-ce qu'elles deviennent? On ne sait pas, il n'y a pas d'études. Malheureusement, il n'y a pas d'études. Et en 2014, j'étais au congrès mondial de endométriose à Sao Paulo et on m'avait demandé justement de parler sur ça. Et j'avais fini par une proposition d'essai randomisé, commande offerte, mais plus ambitieux en disant qu'on va randomiser les patientes et après on va les suivre 4 ou 5 ans pour voir le taux de grossesse spontanée et voir ce qu'elles deviennent, exactement la question que vous posez. Parce que quand on est chirurgien, régulièrement on voit des patients qui viennent avec des lésions comme celle que vous avez vues, qui disent j'ai eu 1, 2, 3 FIV, et on s'est dit, mais tous les jours je me dis, mais pourquoi je n'ai pas rencontré cette patiente 3 ans auparavant? Mais on ne peut pas faire de ça, de son expérience personnelle, la règle pour une politique de santé. Ça c'est certain. Et donc un essai randomisé comme ça aurait pu répondre à la question, mais quand j'ai calculé le nombre de sujets nécessaires, donc on aurait dû avoir à peu près 400 patientes à randomiser, donc beaucoup plus qu'Endofert. Et déjà, Endofert à 100 patientes a du mal à avancer. D'autant, on peut dire que cette étude-là, que j'aurais bien voulu internationale, parce que c'était World Endometriosis Society qui l'aurait dirigée, cette étude n'a jamais vu, n'a jamais vu le jour. Oui. Bien. Moi, en écoutant vos commentaires, et je crois que d'ailleurs ce qui nous permettra de passer au topo suivant, la réponse est claire. Est-ce qu'il y a une vérité pour tout le monde et pour toutes les patientes? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a des effets centres qui font qu'à Rouen, Bordeaux, vous voudrez, Tenon, j'espère n'oublier personne, mais Versailles, est-ce qu'il y a des centres où la vérité est plutôt vers la chirurgie? Est-ce qu'il y a des centres de FIV ou des praticiens ayant une particulière compétence en endométriose, la vérité est plutôt la FIV? Moi, je crois qu'il ne faut pas chercher. C'est sûr. Il ne faut pas chercher à avoir une vérité pour tout le monde. Autant en cancérologie, il est finalement assez facile de codifier les bonnes indications et il est assez facile de reproduire les gestes chirurgicaux. Autant en endométriose, c'est exactement l'inverse. Donc, moi, je faisais part de mes réserves par rapport, non critiques, ça n'a rien d'agressif, à mes réserves vis-à-vis, à la déception que j'avais eue à la lecture des recommandations RCP du CNGOF. Autant il faut tout de même continuer à faire ce type de démarche, à chacun d'y trouver son bonheur. Monsieur Panel, très vite, la dernière. Très vite, pour revenir à ce que tu disais, Horace, en début de topo,
il n'est pas recommandé dans le langage HAS, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments dans la littérature en faveur d'une attitude ou d'une autre. Et c'est différent de « il est recommandé de ne pas », qui veut dire qu'il ne faut pas. Donc ça, c'est une nuance importante. Et puis la décision médicale, tu le sais, on l'a partagée ensemble, c'est une décision partagée entre l'evidence-based medicine, justement, les RPC, ce que l'on sait de façon formelle, l'expérience du médecin, du chirurgien, et les préférences des patientes. Et le carrefour, il est exact. là. Comme tu l'as montré dans la prestation de la SCGP. Tout à fait. Très bien. Je prends la responsabilité d'interrompre.